D'une certaine manière, j'aime autant le Bataclan que je veux le fuir. J'ai dit, un méchant a tué papa. Quand votre fils de 2 ans, il vous demande à quoi ressemble une balle et comment elle traverse la peau, à 2 ans et demi, ça fait bizarre quand même d'avoir ce genre de demande. Les attaques terroristes du 13 novembre 2015 contre le Bataclan, les terrasses parisiennes et le Stade de France ont fait 133 morts, mais aussi plus de 70 orphelins. C'est l'histoire de 2 familles que nous avons décidé de vous raconter dans cette vidéo. Caroline Jolivet a un fils et une fille, aujourd'hui âgés de 12 et 16 ans. Son compagnon, Christophe, le père de ses enfants, a été tué au Bataclan. Le 13 novembre, mon mari, Christophe, on s'était organisé pour que je rentre un peu plus tôt pour qu'il puisse partir au concert ce soir-là. Je lui ai souhaité une bonne soirée et voilà, il n'est pas revenu. Maxime Calizot, lui, a 14 ans le 13 novembre 2015. Son père, connu sous le pseudonyme de Fred de Wilde, est un rescapé du Bataclan. Le 5 mai 2024, après 9 ans à vivre avec ce traumatisme, il se donne la mort. Le jour des attentats, Maxime est en 3e. En sortie scolaire loin de Paris, il apprend, en rentrant chez lui, ce qu'il se passe dans la capitale. On voit quand même la tête des profs s'affole un peu. Et je sais pas, on comprend sur le coup quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. C'était pas moi, j'étais pas allé chercher sur mon téléphone, mais très vite les infos pullulent à une vitesse phénoménale, quoi. C'est la vitesse de la lumière, généralement ce genre d'infos. Explosion, suspicion d'attentat, etc. Mon père est à une salle de concert sur Paris, où, qui, je ne sais pas, mais ok, on se renseigne, et là on voit Eagle of Death Metal, et même si je ne me rappelle pas le nom, je me dis, c'est carrément un truc que pourrait écouter mon père en fait, vers 2-3 heures, juste un message en gros, pour me dire qu'il était en vie, qu'il n'avait rien physiquement, pas blessé, ton papa en vie en gros plus ou moins. Il y a beaucoup de tristesse de m'être dit pendant un certain temps quand même, j'ai plus de papa. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Et le dernier souvenir que j'ai de lui, c'était la semaine dernière avec les devoirs où j'ai pleuré parce que j'étais triste, parce qu'on s'est fâché et j'ai pas envie que ce soit ça notre dernier truc. J'ai encore plein de choses à lui dire, j'ai plein de choses à lui partager. 2 semaines après le 13 novembre, Maxime revoit son père pour la première fois depuis les attentats. Mais ce n'est que bien plus tard que Maxime parle ouvertement de ce sujet avec son père. On s'est assis tous les deux et il m'a dit faut que je te parle de ça. Et donc il m'a parlé, voilà, ton père s'est retrouvé dans une salle. Je me suis retrouvé avec une dame qui m'a peut-être sauvé la vie, qui s'appelle un tel, qui avait tel âge. Moi j'avais rien, mais elle s'est pris une balle dans la fesse. Ton papa s'est allongé 3 ans dans une mare de sang pour faire le mort. Il s'en est sorti en vie, mais ton papa est un peu bouleversé. Ton papa dort pas très bien, ton papa si, etc. Et c'est comme ça qu'on a abordé le sujet pour la première fois. C'était vraiment ton papa vit ça. Ton papa ressent ça. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que toi, tu as besoin qu'on parle de certains sujets? Est-ce que ça te va, ma version des faits? Voilà, est-ce que je peux t'aider, quoi? Je le dis souvent, mais je pense que c'était vraiment un cas clinique de mort-vivant, en fait. Il n'était pas réceptif. Il avait peur de tout et de rien. C'était un père qui, d'un seul coup, a vu toutes ses bases et toute sa vie s'effondrer, qui a dû tout recommencer. Il y a une partie de moi qui s'est perdue à jamais quand je l'ai perdu, mais il y a une partie de moi là qui se reconstruit. C'est arrivé, c'est très, très grave, et c'est hyper traumatisant, et c'est ok. Et c'est ok. Et tu peux pas le changer. Tu vas l'accepter. C'est très bien de dire qu'on va pas bien. Voilà. Donc j'ai mis ce temps-là, et finalement je l'ai accepté. Il y a quand même un gros coup de mou. Là, je pense que je suis dans une phase plutôt positive de vraiment de réanimation de ma perception de ce deuil. Je commence à accepter doucement que c'est un truc qui est grave, que c'est quelque chose qui me marque, que c'est quelque chose qui va m'affecter toute ma vie. Et en vrai, c'est une des premières questions que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes futurs gosses? Ben voilà, vous n'avez pas de grand-père parce qu'il a choisi que ce serait comme ça. Fred de Wilde a écrit plusieurs BD sur les attentats et donné des conférences sur ce qu'il avait vécu. C'était en partie son moyen à lui de se soigner, de transmettre son expérience et de rendre hommage aux victimes du 13 novembre. Et je pense qu'on pourra demander à n'importe qui dans la famille, et je dis ça tout le temps, personne ne se doutait
jusqu'au dernier jour qu'il allait mettre fin à ses jours. Mais il a toujours voulu faire du mieux possible. Et c'est la preuve, même dans ses BD, dans la passion qu'on a avec la musique et tout ce qu'il a fait. Et je pense que le fait qu'il ait traversé ça, moi, ça m'a permis de l'aimer et que je l'aurais jamais aimé autant s'il n'avait pas traversé ça. Donc d'une certaine manière, j'aime autant le Bataclan que je veux le fuir. Caroline Jolivet a dû faire face à un exercice quelque peu différent, annoncer et expliquer la mort de son compagnon à ses enfants, alors en bas âge. De toute façon, la focale, elle est tout de suite sur les enfants. C'est moi, l'adulte, il faut que je me démerde. Il faut trouver quelque chose à dire. Au fur et à mesure de dire, c'était très grave et que, voilà, jusqu'à cette annonce, le pire moment, le pire, quoi, parce qu'on, c'est atroce. Déjà que quand on est jeune maman, les enfants, ils avaient 2 et 6 ans. J'ai fait comme je pouvais. J'ai dit, il y a un méchant a tué papa. Le nombre de gens qui ensuite vous disent, de toute façon, 2 ans, il a pas compris. Bah si, en fait. Enfin, il comprend à la mesure de ce qu'il peut comprendre. Mais quand votre fils de 2 ans, il vous demande à quoi ressemble une balle et comment elle traverse la peau, à 2 ans et demi, ça fait bizarre quand même d'avoir ce genre de demande. C'est qu'en fait, les enfants, ils comprennent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est très déstabilisant. Pourquoi je l'ai pas empêché de sortir de l'appartement? J'aurais dû pouvoir le défendre. Même du haut de leurs 2 et 6 ans, ils avaient ce genre de réflexion. Moi, en tant qu'adulte, j'étais rongée par la culpabilité d'avoir rien pu faire. Ils n'arrivaient plus à dormir puisqu'ils ont perdu leur père pendant qu'ils dormaient. Donc les nuits ont été infernales. Pour se reconstruire, Caroline a écrit plusieurs livres. Elle s'est aussi formée à la sophrologie pour aider ses enfants qui avaient du mal à aller à l'école. Il y a eu la mort de leur papa et puis la peur. Et en fait, il y avait les deux. Donc eux, ils étaient terrifiés que je sorte de la maison. La moindre absence devenait impossible en fait. Se séparer, c'était devenu une prochaine mort en fait. C'était surtout dur à l'école. C'était la séparation le matin, c'était pendant des années. C'était infernal. Mais le jour, après des périodes comme ça, où vous voyez votre enfant même pas se retourner, salut maman. Mais alors, le bonheur que ça fait, la joie, mais de dire, ça y est, quelque chose de normal, c'est bon. Caroline et Christophe étaient passionnés de musique. Pour ses enfants, elle a trouvé la force de les emmener en concert. Je suis la seule qui reste. Donc, comment je fais pour transmettre ce à quoi ils avaient le droit? Comment je fais? Les concerts, c'était notre passion. Et si moi, je leur montrais qu'on pouvait y aller, quelque part, ils se priveraient pas de ça pour plus tard. C'était il y a quelques années, ça reste assez récent. J'ai mis très longtemps. Je me suis privée de beaucoup de beaux concerts. Mais c'était impossible. Je les ai emmenés voir Red Hot Chili Peppers au Stade de France. Et ça a permis de vivre un joli moment. Mais ça a été une vraie étape pour les 3. Pour nous 3. Maintenant, c'est quelque chose que je continue. On va pas aller dans la fosse. Et puis, je les emmènerai jamais voir un concert au Bataclan. Pour moi, c'est pas possible, en fait. C'est un lieu de mort. Maxime et les enfants de Caroline sont devenus pupilles de la nation. C'est un statut pour protéger les enfants et les jeunes dont l'un des parents a été victime de guerre ou d'actes terroristes. Je suis presque fier de pouvoir dire que je suis pupille et pendant très longtemps, sur mon sac, si j'ai pas le patch licorne, j'ai le patch Bleuet de France. Et c'est hyper important pour moi de l'avoir et de pouvoir le représenter. Donc ça m'a permis vraiment de me rassurer, en fait, puisque ils sont présents. C'est un statut particulier qui fait que c'est sécurisant
Ça m'a beaucoup rassurée de savoir qu'il y avait un accompagnement jusqu'à la fin de leurs études, en fait. Et puis, il y avait aussi des suivis, une prise en charge psy sur 2 ans, je crois. C'est déjà formidable, hein. Franchement, moi, je trouvais que c'était très bien, j'en suis très reconnaissante. J'ai hâte des prochaines commémorations et j'ai hâte de voir ce qui va être fait, parce que pour moi, c'est un devoir de mémoire. Et je suis contente du coup d'en prendre partie. Voilà. J'ai une histoire un peu particulière. C'est vraiment une chance, c'est un privilège qu'on me donne la parole et que je puisse en parler, que d'autres gens puissent l'écouter et de me dire je vais peut-être avoir un impact positif, pas juste que pour les victimes du 13, pour tout le monde. Comme chaque année, des hommages se dérouleront sur les lieux des attaques, au Stade de France, aux terrasses et au Bataclan. Pour les 10 ans, une grande commémoration aura lieu dans le nouveau jardin mémoriel aménagé près de l'hôtel de ville. L'occasion pour les victimes et les familles de se recueillir et de rendre hommage aux disparus.